Désolé de vous décevoir, mais nous sommes de retour et nous avons l'honneur de recevoir Mike Irask et moi-même, notre cobaye de service, puisqu'il se détermine comme étant le premier de cette première de l'émission Politiquement Incorrecte. Yann Monplaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir surtout invité dans cette émission qui, si j'en juge par à la fois vos tenues, hein, le Men in Black. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, ça me rappelle des souvenirs, ça me fait rêver, penser un peu au cinéma. Et puis aussi par l'ambiance un peu de la musique. Ouais, c'est à la fois très esthétique et puis en même temps peut-être un peu cool. Puis j'ai noté que ça s'appelle Politiquement... Moi, je lis ce qui est entre parenthèses en anglais, incorrect. Alors, oui. C'est très bien, moi, ça me va bien. Ça vous veut dire interprétez qu'on va comme être vous voulez. Très correct, quoi. Oui, bien sûr. Le corpus de l'émission, c'est d'abord le respect, parce que c'est une des valeurs martiniquaises les mieux partagées, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui joutez politiquement à longueur d'année. Mike est mon compère sur cette émission, en fait, et j'espère être aussi le sien. Et il faut que vous puissiez nous permettre de vous interroger sur tous les sujets. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les seules questions qui pourraient m'embarrasser sont celles qui n'intéresseraient pas les gens. Ce qui intéresse les gens, en général, m'intéresse aussi. La politique, par exemple? La politique, c'est à la fois une passion et une mission pour moi. Très bien. Alors, le rendez-vous, c'est chaque semaine, vous l'aurez compris, avec une diffusion le dimanche matin. On attend beaucoup de vous en termes de propositions, en termes de suggestions. Et on commence tout de suite par des questions de Mike Irask. Alors, bonsoir Yann Monplaisir. Bonsoir. Bonsoir Eddy. Alors, désolé également, hein, j'ai mis des lunettes dans l'espoir qu'on ne me reconnaisse pas, mais je crois que c'est un échec total. Alors, on va parler d'emblée d'une actualité extrêmement récente, qui est la dernière séance plénière en date de la CTM, à laquelle vous avez bien sûr participé. Et on va revenir notamment sur l'intervention d'Alfred Marie-Jeanne, président du Conseil exécutif, qui a parlé du sujet phare de cette plénière, qui était les orientations budgétaires. Alors, d'emblée, votre sentiment sur l'une des annonces marquantes de cette intervention d'Alfred Marie-Jeanne, qui était en substance que le budget estimé pour la CTM, qui est à peu près environ, a-t-il dit, 1,09 milliard, que ce budget serait malheureusement, je cite, insuffisant, il a répété le mot à quelques reprises, pour pouvoir, en substance, assurer les diverses missions et la feuille de route de l'exécutif de la CTM. Alors vous qui avez fait, et j'en conclus là ma question, qui avez fait de l'année 2018 l'année, je vous cite, du tournant, du grand virage, de la grande impulsion pour l'exécutif et plus largement pour la Martinique, que vous a inspiré cette annonce du président de l'exécutif? Elle est à l'image du président de l'exécutif, quelqu'un de sérieux et quelqu'un de responsable. Le budget est contraint. Ce n'est pas le budget seulement de la collectivité, le budget de l'État. Et l'État contraint les collectivités. D'ailleurs, les maires se sont plaints, les conseils généraux, les conseils régionaux, nous, le conseil territorial, tout le monde se plaint. Et d'ailleurs, il y a les gilets jaunes, c'est pas par hasard. On va peut-être en parler. On va sans doute en parler, mais donc quand Alfred Marie-Jeanne dit ça, il dit, moi, grosso modo, il dit pas ça, mais moi je le perçois comme quelqu'un de sérieux. Alors, parce qu'il faut savoir qu'un budget, on ne décrète pas un budget. On définit ce qu'on va dépenser à partir de ce qu'on peut escompter comme recettes. Les recettes, elles viennent d'où? Des contributions de l'État. L'État a déjà dit, comptez pas trop sur moi et je veux vous limiter. Les impôts. Est-ce que nous devons augmenter encore les impôts des Martiniquais? Il a dit que non. Et nous, on veut pas. Et nous, on veut pas. Bon. Ensuite, on peut s'endetter. Nous sommes déjà très endettés. Nous avons des dettes que nous devons éponger. Certaines n'étaient pas tout à fait inscrites dans les budgets précédents. Ceux qui nous ont précédés, il faut les prendre en compte et il faut ramener les choses. Et puis, il y a une dernière manière de faire que nous ne voulons pas faire, qui est de masquer la réalité budgétaire. Mais elle finit par vous rattraper.
C'est ce qu'ont fait un certain nombre de collectivités ici, en Martinique et ailleurs. Et au bout de quelques années, à force de jouer comme ça au bonneto, vous faites glisser les dépenses sur l'année suivante sans les inscrire sur l'année en cours et vous augmentez un peu vos recettes, mais vous ne pouvez pas faire ça éternellement. Donc vous nous dites très concrètement que ce que la majorité, singulièrement l'exécutif, appelle régulièrement, en ces termes-là, l'héritage laissé par la présidence Letchimy, alors président de région, l'héritage continue de peser sur les marges de manœuvre et sur les choix majeurs en termes de gestion. Il ne faut pas se chercher des excuses. Voilà. Il ne faut pas se chercher des excuses. Parce que vous avez dit aussi ça ces derniers mois. Il ne faut pas se chercher des excuses. Qu'à un moment donné, on pourrait peut-être ne plus justifier. Il faut arrêter de dire c'est la faute des autres. C'est la faute mais quand vous remboursez des dettes, si vous ne pouvez pas les rembourser sur une année, il faut bien les étaler un peu. C'est ce que nous avons fait, nous avons étalé. Et dans le même temps, l'État dit, moi je vais faire évoluer les budgets moins rapidement. Donc nous avons une double contrainte. Nous avons une double contrainte à laquelle il faut faire face. Excusez-moi de vous interrompre, mais vos souhaits de développement économique avec comme, on va dire, locomotive la CTM, c'est fini, il faut oublier ça, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut surtout vous avez un budget qui en baisse. Il faut surtout pas mettre ça dans la tête des Martiniquais. Parce que cet argent qui est dépensé, bien évidemment, j'aurais souhaité que la proportion et la distribution soient plus favorables à l'investissement. Bon. Mais même quand on fait des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire des salaires. Des salaires, parce que c'est une grosse dépense. La grosse partie des dépenses, c'est le social quand même. Faut bien le rappeler. Nous avons ramené ensemble deux collectivités, dont l'une avait essentiellement pour mission le social, et donc ça pèse très lourdement dans ce budget. Ça, c'est l'ex-conseil général. L'ex-conseil général. Et donc, nous avons ça, et puis il y a les salaires. Mais tout cet argent, il alimente l'activité économique. Probablement, il alimente notamment la consommation, mais c'est évidente. pas ça qui construit des routes, c'est pas ça qui construit des écoles, c'est pas ça des lycées, c'est pas ça qui fait avancer l'économie. Exactement. Et ce qui est important, c'est que la dépense publique, malheureusement, et il faut bien le reconnaître, la dépense publique globalement a diminué. Pourquoi ? Parce que la dépense publique d'État est restreinte, parce que les autres collectivités sont en difficulté. C'est ça la vérité et la réalité de la Martinique. Et elles ne sont pas en difficulté simplement de leur fait. Elles sont en difficulté parce que l'État a, d'une certaine manière, transféré des charges sans transférer les ressources, et puis l'État a serré les budgets des collectivités locales, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités de mairie sont en Martinique, c'est évident, mais même à l'échelon national. Mais si c'est vous qui jouiez le rôle, on va dire, de leader en matière de allons investir, allons développer, quand vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui va le jouer, ce rôle ? C'est fini, quoi. Faut oublier ça. Non, je suis pas. Personne n'est irremplaçable. D'abord, moi. L'opposition dit, une partie de l'opposition dit, stop. Arrêtez d'augmenter la dette. Donc, c'est pas des gens qui sont en faveur, on va dire, du développement à tout craint. Ouais. Une partie de la majorité dit bravo, Alfred, tu gères ça en petit père de famille, c'est très bien. Et vous, qui étiez le troublion, ça y est, vous aussi, vous rentrez dans les rangs, finalement. Oui, vous pouvez voir ça comme ça. Moi, je suis tout simplement confronté à des réalités. Et quand l'État nous dit il faut restreindre l'évolution de vos dépenses, on est obligé d'en tenir compte. Nous sommes obligés d'en tenir compte. Et donc, nous faisons, je dirais, ce que nous pouvons pour soutenir l'activité économique. Vous savez que sur un plan électoral, c'est pas bon du tout, ça. Hein. Qu'est-ce qui est bon sur un plan électoral ? Non, mais bon, il faut quand même y penser aux élections futures. Mais moi, je veux que les Martiniquais sachent que je suis quelqu'un de sérieux, de raisonnable, d'ambitieux pour son pays, et qui ne les mènera pas à une situation, à une impasse budgétaire. Le discours que vous tenez est très proche du discours général de Macron. Or, Macron, on a vu ce que ça a donné. Hein. Et les gens sont descendus dans la rue en lui disant l'augmentation régulière des taxes et puis la diminution des dépenses. Pas nous les taxes. Hein. Vous les avez augmentées il n'y a pas très longtemps. Nous ne voulons précisément pas de cette politique-là. Bien sûr que je ne suis pas entièrement d'accord avec la politique qui est menée et que je l'aurais menée peut-être de manière différente. C'est évident. Ouais. Nous avons des tempéraments, nous avons des visions, nous avons des projets. Vous parlez de la politique d'Alfred Marie-Jeanne. Je parle de la politique, oui, du président de l'exécutif. Ouais. Mais globalement, à un moment donné, ou bien vous vous mettez en rupture, et alors il faut sortir, ou bien vous accompagnez en essayant de peser de votre poids pour que les choses évoluent. Est-ce que vous n'êtes pas
Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que finalement, vous êtes devenu raisonnable? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi j'ai sous les yeux un rappel de ce fameux dimanche matin du 27 mai 2018. Vous vous souvenez? Non, ça vous dit rien? Alfred Marie-Jeanne annonçait mettre fin à toute collaboration avec Yann Monplaisir dans son traditionnel passage sur radio RLDM. Vous vous souvenez de ce jour-là? Je me souviens de ce jour-là. Vous savez... Finalement, ça ne s'est pas fait et globalement, vous êtes rentré dans l'erreur. Est-ce qu'il vous a concédé des choses? Et les hommes sont comme ils sont. Et il faut les prendre comme ils sont. Et Alfred Marie-Jeanne est quelqu'un, j'allais dire d'adorable, par certains. Mais oui, c'est vrai. C'est quelqu'un d'attachant. C'est rarement associé à sa personne. Non, mais c'est quelqu'un. C'est pas vrai, parce que les gens savent que c'est fondamentalement quelqu'un de bon. Fondamentalement quelqu'un de bon et de juste. Mais il ne faut pas trop l'énerver quand même. Mais il ne faut pas l'énerver, il est un peu sanguin. Il est un peu sanguin. Vous n'auriez pas été un peu loin? Non, vous n'auriez pas été un peu loin parce que... Non, mais qu'est-ce que j'avais répondu quand il avait dit ça? J'éviterai de citer ce que vous aviez dit. Alors dites-le en direct. Quand il a dit ça, j'ai dit, mais moi, j'ai pas signé un accord avec Alfred Marie-Jeanne. J'ai signé un accord avec Alfred Marie-Jeanne, mais au nom du peuple et avec le peuple d'abord. Et si je sens que la population ne veut plus que nous soyons dans notre démarche commune, j'en tirerai les conclusions. Mais ce sont des épiphénomènes. Moi, vraiment, je mets toute ma bonne volonté à faire pour le mieux pour la Martinique. Alors, évidemment, quand vous avez... Je ne suis pas à la place d'Alfred. C'est lui, le président de l'exécutif, c'est pas moi. J'adhère à sa politique globalement, mais bien évidemment, ici et là, on n'est pas d'accord. Par exemple, vous nous direz le projet, je vais vous dire un projet clé, déterminant pour moi, à mes yeux, qui est le projet qui permettra de désenclaver une partie de la Martinique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un axe routier qui, je l'ai déjà dit 20 fois, on a caricaturé mes propos en disant que je voulais faire un pont entre Fort-de-France et Trois-Îlets. C'est pas ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un pont qui fasse le trait de côte, qui suive la côte à partir de Fort-de-France jusqu'à Rivière-Salée ou à Carrère, de manière à éviter le nœud qu'il y a, qui fait qu'il y a 120 000 véhicules qui passent entre Fort-de-France et la montagne, alors qu'il ne devrait pas y en avoir plus de 30 000. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Pas qu'il soit contre ce projet, d'ailleurs. J'en ai discuté avec lui. Il m'a dit, pas de l'argent. Bon, moi, je lui ai dit, pas de l'argent, mais en nous étudier toujours. Et procédons. Alors, peut-être qu'il n'y croit pas, j'en sais rien. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Bon. Est-ce que, parce que nous ne sommes pas d'accord sur ça, on doit tout arrêter et je dois dire, comme un gamin, et comme je n'ai pas obtenu ça, non, je fais ce qui est possible de faire dans les années qui viennent. Mais est-ce que les exigences budgétaire de l'État, financière de l'État, parce que c'était très présent dans l'intervention d'Alfred Marie-Jeanne. Et vous-même, depuis le début de cet entretien, vous avez beaucoup mentionné l'État ceci, l'État nous contraint. Alors, je rappelle ou j'indique que dans son intervention, Alfred Marie-Jeanne a dit que l'État attendait un effort de l'ensemble des collectivités territoriales françaises à hauteur de 13 milliards d'euros. Est-ce que vous, Yann Monplaisir, qui avez, vous l'avez rappelé à l'instant, indiqué qu'on ne pouvait pas invoquer perpétuellement l'héritage laissé par l'équipe précédente à la région, pendant combien de temps vous allez invoquer la faute de l'État ou la responsabilité de l'État dans les choix de gestion? Ce sont des faits. Parce qu'en 2020, vous aurez épuisé le PPM, l'État, qu'est-ce qui restera en 2020? Attendez, je ne sais pas ce que sera 2020, mais ce sont des faits. Le premier fait, nous avons trouvé une situation d'endettement que ne reflétait pas de manière suffisamment précise les comptes qui étaient présentés. On a trouvé, en d'autres termes, des dettes qui n'étaient pas enregistrées, peu importe les raisons, mais elles n'étaient pas enregistrées, et donc on a trouvé une situation financière qui n'était pas bonne. Bon, ça c'est une réalité, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Le deuxième fait qui est avéré également, c'est que l'État, mais on l'entend, moi j'ai pas besoin, c'est dans l'actualité, l'État a décidé de remettre en place les comptes de la France. Et pour ce faire, l'État essaie de réduire son train de vie, entre guillemets, enfin ils ne le font sans doute pas suffisamment, mais essaie aussi de faire en sorte que les collectivités mettent un frein, parce que quand on calcule la dette, etc., de la France, on le calcule en consolidant avec les collectivités.
Donc l'État veut ralentir parce qu'on s'est aperçu de quoi? C'est qu'il y avait une évolution des dépenses des collectivités locales, toutes collectivités locales confondues, qui était supérieure à l'évolution des dépenses de l'État. Et là, vous êtes d'accord? Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à dépenser. On a vu, aujourd'hui, on a 48% de prélèvements. On est premier dans les prélèvements. Pourquoi on prélève? Pourquoi on prélève? Parce qu'on dépense. Ouais. Et au bout d'un moment, vous savez, la solution de facilité, si on commence par dépenser, et puis quand on s'aperçoit qu'on a trop dépensé, on dit on va augmenter les impôts. Mais sauf qu'il y a une limite. Et on a atteint cette limite. Certains contribuables martiniquais le savent. Il y a des communes en ce moment où les gens manifestent contre ça. Parce qu'on a trop mis de poids sur l'impôt. Donc, nous ne pouvons pas... Moi, je ne peux pas cautionner cette politique-là. Donc, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut mettre de l'ordre. Mais vous qui avez beaucoup dit en plénière et dans vos communications médiatiques qu'il fallait insister sur l'investissement, qu'il fallait investir. Pour donner un exemple concret, comment vous avez reçu l'annonce du président Marie-Jeanne qu'il y aurait 50 millions d'euros d'emprunt en 2019 pour l'investissement. Ce montant-là, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il vous satisfait? Est-ce que vous le jugez insuffisant? Je peux rajouter une petite couche, parce qu'à l'époque, vous étiez super intéressé par ce fameux emprunt obligataire de 400 millions d'euros qui a bizarrement disparu de la circulation. Oui. Vous étiez pour une relance de l'économie. Oui, et vous avez raison de le dire. J'étais pour une relance. D'ailleurs, j'avais exprimé très clairement mon ambition en indiquant que je souhaitais qu'on investisse plus en 2018. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, d'abord, je suis un démocrate, je n'ai pas été suivi par tout le monde. Non, mais c'est une réalité, je n'ai pas été suivi par tout le monde. Ensuite, il s'est passé que... Quand vous dites par tout le monde... Par une majorité. Au sein de la majorité. Au sein de l'Assemblée, au sein de la majorité. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette année, la situation a évolué. Et vous avez raison de le dire. La position adoptée par l'État est une réalité. C'est une réalité nouvelle. Et donc l'État, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du fait que la position de l'État, c'est nous n'allons pas vous laisser faire évoluer vos engagements, vos dépenses au-delà d'une certaine limite. Et donc si vous le faites, vous êtes entre guillemets hors la loi et vous serez sanctionné financièrement. Donc c'est une réalité. Yann Monplaisir, vous qui avez l'oreille et l'attention d'Alfred Marie-Jeanne, ça va se traduire par quoi? Concrètement, cette prégnance des exigences de l'État dans les choix de gestion et d'orientation de la CTM, par exemple? Non. Est-ce qu'il y a des projets qui seront mis en suspens? Est-ce qu'il y a en termes de dépenses de fonctionnement, est-ce qu'il y aura de nouvelles orientations? Nous avons de quoi financer les projets sur lesquels que nous considérons comme prioritaires. Alors après, on aurait toujours pu dépenser plus. Si on nous en donnait plus, on aurait dépensé plus. Ce qui est important, c'est que notre politique ait un sens, qu'elle soit cohérente, qu'il y ait une vision, qu'il y ait une articulation, qu'il y ait des objectifs. Nous avons défini des priorités, et là-dessus, d'ailleurs, il y a eu une forme d'unanimité, même si l'opposition n'a pas voté les orientations, n'a pas apporté un soutien. Bonne surprise. N'a pas apporté un soutien, parce qu'il n'y a pas de vote là-dessus, mais en tout cas, c'est pas une surprise, c'est un peu logique, quoi. Je veux dire, ce sont les orientations budgétaires, c'est l'acte politique par excellence. Donc, s'il y a une majorité et une opposition, il faut bien qu'ils critiquent. Mais les critiques étaient assez molles, finalement, assez molles. Et donc, on est à peu près tous d'accord sur ce qui est important de faire pour la Martinique. On est à peu près tous d'accord sur le montant de la dépense. Vous l'avez rappelé, il y a une partie de l'opposition qui a dit « mais vous êtes déjà trop endettés ». Et puis, il y a un membre de l'opposition qui a dit « mais au lieu de 50, il faudrait emprunter 70 millions, c'est-à-dire 20 millions de plus. Ah ben, s'il faut emprunter 20 millions de plus, on les empruntera d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas la peine d'emprunter de l'argent quand les nécessités ne se sont pas encore exprimées. » Donc voilà, et puis il faut toujours en garder un petit peu sous le pied, parce qu'on ne sait jamais s'il y a par exemple une catastrophe, je ne le souhaite pas, une catastrophe climatique ou autre sur la Martinique, il faut quand même avoir un peu de souplesse. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de choix portés par l'exécutif, de significatif, de vraiment signifiant pour alléger, ou après on peut multiplier les synonymes, rationaliser
ou baisser les dépenses de fonctionnement? Il n'y a pas de secret. La collectivité est en sureffectif. D'accord. Elle est en sureffectif. Après, je ne dis pas qu'il faille licencier des personnels, parce que ce ne serait pas une solution non plus. Je ne dis pas qu'il faille diminuer les effectifs d'une année sur l'autre. Brutalement, il faut les diminuer. Il faudra bien que nous arrivions à des effectifs qui soient plus raisonnables. Les effectifs sont aujourd'hui de combien? Aujourd'hui, on a 4000? Un peu plus de 4000. 4100, 4300, ça dépend. Et vous situez des... la barre du raisonnable à combien? Moi, d'après ce que je sais, mais tout ça, ça mérite des ajustements, mais nous avons au moins pas loin d'un millier de personnes de trop. Le Conseil, je rappelle ça parce que je l'ai dit pendant la campagne, le Conseil général, sur la dernière mandature, a recruté 300 personnes de plus. Pas recruté, quand je dis augmenter ses effectifs, puisqu'il y a aussi des départs. Augmentation, 300 personnes. Le Conseil régional est passé de 600 à 1200 agents, alors qu'on savait qu'on allait fusionner. Et donc, évidemment, et ça pose plusieurs problèmes, parce que le personnel, dans certains secteurs, n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise adéquation entre les besoins... Notamment dans l'encadrement, apparemment. Oui, et puis dans certains services techniques, dans certains services sociaux, on aurait pu avoir plus de monde. Et par contre, ailleurs, dans certains services administratifs, on a trop de monde. Bon, alors vous me dites où on peut faire Oui, là, on peut faire des économies. On peut faire des économies avec la rigueur sur le train de dépenses de la collectivité. Ça a été fait, non? Ça a été fait. Des mesures. Nous avons fait beaucoup d'efforts là-dessus. Il paraît que les élus se plaignent de ne pas... les élus se plaignent de ne pas avoir de voiture. Je suis vice-président. Non, suffisamment de moyens humains, par exemple. Le président de l'Assemblée, pour ne pas le citer. Je suis vice-président de l'Assemblée. Vous avez une secrétaire? Oui, j'ai une secrétaire et une chargée de mission. Et je n'ai pas de véhicule, par exemple. Ça s'est jamais produit. Yann Montplaisir, vous n'avez pas besoin de véhicule. Non, mais moi, je vous dis simplement qu'avant, tous les vice-présidents, les présidents de commission, avaient dans les deux assemblées. Ce que je veux dire, ça paraît anecdotique, parce que mais c'est un état d'esprit. C'est symbolique. Mais est-ce que le président Marie-Jeanne partage votre vision, et là je vous cite, du millier de personnel dont il faudrait s'alléger? J'ai pas dit ça comme ça, parce que je veux non, pas. Vous avez dit ça de manière encore plus explicite. Ce soir, c'est la version soft, mais vous avez été beaucoup plus dur. Non, mais comme nous sommes en Martinique, que je connais la situation, la sensibilité à ce sujet, et je la comprends. Et puis la situation économique des familles. La situation des familles, les gens n'ont pas d'emploi, etc. Je veux pas qu'on dise que. Mais vous me demandez comment on devrait. Oui, il faut mettre de la rigueur là-dedans. Il faut mettre de la rigueur. C'est ce qu'il a fait, Alfred Marie-Jeanne. C'est ce qu'il a fait. Si on avait continué sur le trend actuel, on serait à 5000 salariés. Et pourquoi est-ce qu'on embauche comme ça dans les collectivités? Il faut le dire. On embauche comme ça parce qu'on veut se fixer des électeurs et leurs familles. Et donc, vous pensez que c'est toujours... c'est l'actualité. D'actualité. Écoutez, parce que moi, j'ai analysé la courbe. La courbe est très fortement orientée à la baisse. Elle est orientée par nécessité. Oui, mais on n'embauche plus comme avant. On embauche moins qu'avant parce que d'abord, de moyens aussi. Parce qu'on peut plus. Parce qu'il y a un moment où au sens propre du terme, on ne peut plus. Prenons deux exemples c'est pas vos potes, mais Shellshare, par exemple, ils sont passés de 1200 à 600. Fort-de-France, ils étaient à 4200, ils sont à 2800. Ça prouve bien qu'il y a quand même une réduction régulière. Oui, mais attendez. Et c'est plutôt une démarche. Attendez, monsieur Marajo. Quand est-ce que vous... On est correct, mais on dit les choses comme elles sont. Oui. Comment on a fait ça en partie? On a shifté le personnel. Shifté, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a envoyé du personnel de Fort-de-France vers la CACEM et vers la région. Oui, non, mais ça c'était... Comment ça c'était? Mais non, mais attendez, c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs une des explications de l'inflation du personnel. C'est-à-dire qu'on a commencé par recruter sur certaines collectivités, et puis quand on s'est trouvé pris à la gorge, et quand on a pu, on a passé le bébé à une autre collectivité. Il me semblait que c'était plutôt des départs à la retraite. Non. Alors, la question... On parle de cas précis. Mais globalement, c'est vrai que tous les élus, et tous bords confondus,
C'est une nécessité, c'est pas une mesure de droite ou de gauche. C'est une nécessité. Il faut gérer au mieux les fonds publics. Alors, de temps en temps, vous vous fâchez, de temps en temps, vous vous réconciliez. Non, je parle de votre couple avec Alfred Marie-Jeanne. Il n'y a pas très longtemps, en septembre, vous avez réaffirmé votre soutien à Alfred Marie-Jeanne après, juste le lendemain du départ de Jean-Philippe Nilor. Ça tombait bien. Et vous l'avez soutenu en disant, bon, il faut quand même de la loyauté. Qu'est-ce qui ferait que vous puissiez vous fâcher définitivement? C'est quoi les lignes rouges? D'abord, c'est l'affaire de l'indépendance. On a un pacte. Si Alfred Marie-Jeanne sort le drapeau des indépendances, c'est mort. Ça ne va pas arriver, ça, a priori. C'est impossible. C'est gravé dans le marbre du contrat de gestion. C'est gravé dans notre contrat, donc ce serait une rupture. Vous voulez le provoquer, là, en fait? Non, je ne veux pas le provoquer. Je pense il ne va pas le faire. Je pense qu'il ne le fera pas. C'est pour ça. Mais vous me demandez quelles sont les lignes rouges. Moi, je vous dis les lignes rouges. Donc ça en fait une. Allez, une. Parlons d'une autre ligne. C'en est une. L'autre ligne, je pense qu'on est d'accord là-dessus, lui et moi, c'est que je pense que Karine Mousseau fait un excellent travail. Il ne faut pas toucher à Karine Mousseau. Non, il ne faut pas toucher à Karine Mousseau parce qu'elle fait un excellent travail au comité martiniquais du tourisme. Je sais que quelquefois, le tempérament de l'un et de l'autre les ont conduits quelquefois à des petites formes d'incompréhension. J'ai essayé pour ma part ça c'est la version. C'est un jeu. C'est un bel euphémisme. J'ai essayé de minimiser. Mais globalement, je pense qu'ils ont beaucoup d'estime et de respect l'un pour l'autre, donc je ne vois pas une difficulté. Mais ce serait une ligne rouge, c'est clair. Est-ce qu'elle aura, puisqu'on parle d'elle... Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est pas une ligne rouge politique. C'est une ligne rouge politique. Plutôt affective, non? Non, c'est une ligne rouge politique. Parce qu'aujourd'hui, je connais bien les effectifs de notre collectivité, je ne vois pas qui ferait un meilleur travail qu'elle. Je ne vois pas. Oui, il y en a sûrement, personne n'est irremplaçable. C'est un bel hommage, mais personne n'est irremplaçable. Il y a peut-être des gens qui ont une opinion différente, non? Et puis, ce serait perçu, parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux et des incompréhensions politiques, ça reviendrait à dire, la ligne politique que vous défendez sur cet axe politique majeur de la politique économique et de développement de la Martinique, je la désavoue. Parce qu'en la désavouant, ce serait une manière de me désavouer aussi. On va essayer de tenir les objectifs de l'émission. Surtout, vous savez, juste en dessous de politiquement, il y a incorrect. Il paraît que ça frite dur entre Karine Mousseau et Miguel Laventure. Est-ce que, historiquement, Miguel Laventure n'avait pas pour ambition d'être président du CMT? Et est-ce qu'il ne le... Je complète la question d'Eddy, bien qu'il ne me l'ait pas demandé. Est-ce que quelque part, vu son passé, il a été dans des offices du tourisme, à RDTM, etc., au DTM, est-ce qu'il ne le méritait pas davantage? Là, en politique, il n'y a pas de méritocratie. Ah bon? J'ai eu très peur, je pensais que vous alliez dire il n'y a pas d'état d'âme. Non, il n'y a pas de récompense. C'est l'efficacité. Ou de reconnaissance. Non. L'efficacité, d'abord. Et Karine Mousseau, qui est toujours d'ailleurs enseignante et qui n'avait pas d'expérience, à ma connaissance particulière dans le champ touristique, avait plus d'expérience. Plus de vision. Ah, ok. Parce qu'il faut plus de vision. Il va être content d'entendre ça, Miguel Laventure. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? C'est pas désobligeant parce qu'il a beaucoup fait et il continue de faire. C'est pas désobligeant. Parce que c'est quand même un conseiller exécutif qui a en charge le tourisme. Entre autres. Miguel Laventure. Oui. Ça n'a pas l'air de vous emballer. C'est pas que ça m'emballe pas, c'est que moi j'avais souhaité, je peux tout vous dire, j'avais souhaité que ce soit Marinette Torpille, parce que je voyais là, d'abord parce que je pense que Miguel Laventure a une tâche importante avec le budget. Il a déjà suffisamment de boulot avec l'Europe, le toit de mer. Je pense que c'est assez lourd. Et ensuite, je pense que le tourisme doit être un des moteurs principaux du développement économique. Et comme Marinette Torpille est chargée du développement économique, je trouvais logique. Et là-dessus, vous voyez, vous me cherchez, vous me dites où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Là-dessus, j'étais pas d'accord. D'ailleurs, Alfred Marie-Jeanne c'était pas qu'il n'était pas d'accord avec moi. C'est que il y a eu une telle pression qu'il a cédé à la pression, pas venant de moi. Il y a eu une telle pression. Il va pas être content d'entendre ça, qu'il ait cédé à une pression, parce que Alfred Marie-Jeanne ne cède à aucune pression.
Oui, bien sûr, comme tous les hommes, il est intelligent. C'est pas un idiot. Bien évidemment, il a fait preuve de souplesse, en fait. Il a fait preuve d'une forme de souplesse. Il s'est dit, bon, allez, j'ai une pression là, ça va pas être catastrophique de l'autre côté, donc finalement, l'un dans l'autre, 50-50. Voilà. Il a joué comme ça. Pour revenir, vous l'avez évoqué très brièvement, comment vous avez dit ça tout à l'heure, aux petites incompréhensions entre Karine Mousseau et Alfred Marie-Jeanne. Finalement, est-ce que Mme Mousseau, enfin, et surtout le CMT, la Martinique, dirons-nous, aura ces fameux financements complémentaires que Mme Mousseau réclame à corps et à cri depuis des mois. Ça y est, c'est fait. C'est grâce à Yann Monplaisir? C'est grâce à Alfred Marie-Jeanne, c'est le président de l'exécutif. C'est grâce à Alfred Marie-Jeanne qui est le président de l'exécutif, parce que c'est lui qui tranche au bout du compte. Mais mon rôle est d'essayer de faire en sorte qu'il entende nos attentes, qu'il entende aussi mes démarches. Voilà, c'est mon rôle. Moi, je fais mon job, mais c'est lui qui tranche. En fait, vous êtes entendu. Je ne me trompe pas. Je suis pas il ne faut pas qu'on soit en guerre, il ne faut pas qu'on soit en opposition. La construction se fait quelquefois dans la confrontation des idées, dans le choc des idées. Ce choc, il peut être un peu explosif quelquefois. Mais si l'objectif... Comment ? Il l'est régulièrement. Il l'est quelquefois. Mais si l'objectif est de construire, moi, je vais vous dire, je lui ai dit à Alfred Marie-Jeanne, je le considère comme un homme honnête, et j'aime l'honnêteté en politique, comme dans la vie. Je le considère comme un homme courageux, et je respecte le courage, parce qu'on a besoin de courage en politique. On a besoin à certains moments de dire qu'on n'est pas d'accord. On a besoin à certains moments de pouvoir donner des impulsions au-delà des résistances. Il faut du courage. Parce que l'autre solution, c'est la démagogie. Est-ce que vous allez rester jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je vais rester jusqu'au bout dans ma fonction d'élu ? Dans ma fonction d'élu, vraisemblablement. Non, dans votre accord historique. Dans mon accord historique, je n'en sais rien. Pas plus que Marie-Jeanne n'en sait rien. Ah, vous parlez pour lui, là ? Non, mais parce qu'on ne sait pas. Vous laissez planer un doute. Mais supposez que je me montre déloyal. Supposez que... Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Mais si, ça peut venir. Supposez que je me montre déloyal. Supposez que je fasse preuve d'irresponsabilité ou je ne sais pas quoi, ou que je commette une faute. Il ne va plus être d'accord avec moi. Et moi non plus. Donc on ne peut pas savoir de cas. Nous avons tous les deux... En tout cas, moi, j'ai signé un accord au nom des Martiniquais, au su des Martiniquais qui ont cautionné cet accord par leur vote. On ne l'a pas fait dans leur dos. Je suis très heureux de l'avoir fait. Parce que nous avons décrispé la vie politique de ce pays. Il faut arrêter de faire de la politique en stigmatisant les uns par rapport aux autres, en excluant une partie des gens par rapport au reste de la Martinique. Nous sommes tous des Martiniquais. Et moi, je considère nous avons pacifié, nous avons appris à nous connaître. J'ai appris à travailler avec des personnes que je connaissais comme ça dans la vie. Je les rencontrais et j'ai appris à les apprécier. Et pourtant, je pense que eux comme moi, nous avions un regard assez manichéen des uns et des autres. Je peux même vous les citer nominativement. J'ai appris à travailler avec Francis Carole. J'ai appris à travailler... Francis Carole, je le voyais comme un gauchiste utopiste, révolutionnaire, etc. Bon, et je me disais, bon... Et depuis et depuis, je vois que c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui est respectueux des autres, qui finalement est capable de se remettre en cause. Tout ça pour moi, c'est important. Et qui est capable d'aller, de comprendre l'autre. Et pas de le rejeter comme ça. Parce que, moi vous savez, le mépris qu'on nous jetait tout le temps, et j'assume ça. Vous êtes un homme de droite. Comme si c'était une honte. C'est quoi être un homme de droite ? C'est vouloir la rigueur du pays ? Et certains de vos partisans avaient le même mépris pour les indépendants. Mais c'est ce que je vous disais. C'est bien ce que je disais. Et Madame Léotin, que j'ai appris, et je vous assure que j'ai... Conseillère exécutive à la culture. À la culture. Patrimoine. Je la connaissais comme ça. J'avais une bonne relation. Ouais. Mais j'ai appris à connaître cette dame. Et elle a appris à me connaître. Et certaines personnes qui voyaient en moi un homme de droite, donc nécessairement... Un affreux départementaliste, homme de droite, sans cœur, pour la puissance et pour le renforcement des intérêts égoïstes de certains, eh bien, ils me découvrent aussi.
Donc je pense que ce que nous avons fait pour la Martinique est extraordinaire. Ça peut servir de modèle. Extraordinaire, ça doit servir de modèle. Et c'est ce que veulent les Martiniquais. Il faut que nous puissions travailler ensemble. Et je n'exclus personne. Même ceux que j'ai combattus aux dernières élections, avec qui je souhaite travailler, avec qui je travaille. Et chaque fois qu'on a l'occasion, et chaque fois que j'ai le sentiment que nous arrivons à nous entendre, à faire quelque chose ensemble, je suis content pour la Martinique. Mais cette idée de ligne rouge à ne pas franchir, à ne pas dépasser, est-ce que les accusations, les propos acerbes, assassins d'Alfred Marie-Jeanne à l'endroit, par exemple, de Claude Lise, président de l'Assemblée, donc figure et non des moindres de la CTM, ne devraient pas constituer également une ligne rouge à ne pas franchir? Alors pour le coup, elle a été allègrement franchie depuis ces derniers mois. Parce que, Yann mon plaisir, je termine. Je vous entends régulièrement en plénière et sur les ondes, et là encore vous l'avez fait, dresser un portrait assez élogieux d'Alfred Marie-Jeanne. Mais je ne crois pas, enfin vous avez entendu en tout cas en plénière et sur les médias, venir avec ou sans guillemets au secours à la défense de Claude Lise quand il est taxé de complotiste, etc., ou de président au rabais, etc., etc. J'ai pas entendu. Non, dans l'idée, quand Alfred Marie-Jeanne Martel, qui a qu'un seul président de la CTM, c'est ce que ça veut dire. Mais d'abord, je vais vous dire la première chose. Je ne peux pas aller au secours de tout le monde. Chacun doit se... J'espère que Claude Lise est devant sa télé. Non, mais attendez, je ne veux pas dire que je ne puisse pas être solidaire dans une certaine mesure de Claude Lise. Des fois, je trouve que ça va trop loin, oui, et ça m'est assez pénible. Mais vous lui dites à Alfred Marie-Jeanne, Alfred, tu vas trop loin, enfin, je sais pas, je suis pas là quand vous échangez. Ce que je fais ou ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que les relations, que les rapports soient plus simples, plus harmonieux. Bon, j'y arrive pas tellement, faut bien le dire. Non mais attends. Oui, les faits sont là, quoi. Manifestement, les faits sont là. On va pas vous demander pourquoi. Parce que finalement, les atomes crochus avec Claude Lise, entre Claude Lise et vous, il n'y en a pas tant que ça. Si, parce que vous étiez particulièrement turbulent au Conseil général. On s'en souvient. Ce sont des scories de cette époque-là. Et de vous à moi. Il en a gardé un souvenir un peu amer. Et entre nous, je le regrette un peu par certains côtés. Mais il faut dire que lui-même était prisonnier. Est-ce que vous l'avez découvert, lui ? Parce qu'à l'époque, vous étiez en frontal. Oui. Il était au PPM. Vous n'aimez pas beaucoup le PPM. Et c'est un euphémisme. Est-ce qu'il n'a pas gardé de vous... C'est pas que je n'aime pas. Il faut pas... Oui, vous avez raison de dire ça comme ça, que je n'aime pas le PPM. Pas les gens du PPM. Moi, il y a beaucoup de personnes, de mes amis, qui sont au PPM et que j'apprécie, y compris politiquement. Même Serge Letchimy ? Même Serge Letchimy. Okay. J'ai voté, c'est pas un secret, j'ai voté. Je le dis parce que c'est vrai, j'ai voté pour lui en 2010. Je suis un déçu. Pourquoi je suis déçu ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce parti PPN, il y a un ADN qui est un ADN, je vais dire le mot parce qu'il est un peu brutal, mais un ADN macoutiste. Oula, vous allez loin, brutal, il est lourd. Si je ne le dis pas comme historiquement, il est chargé, quoi. Il est très chargé. Mais si je ne le dis pas on va nous reprocher que ça soit dit dans cette émission. Non. Parce que c'est une idée, c'est la première fois que vous dites ça. Comment ? Dans une émission, c'est la première fois que vous dites ça. Peut-être que j'utilise ce terme-là. Mais pour moi, si vous voulez, c'est dans l'ADN de la construction de... Vous savez, d'ailleurs, c'est pas surprenant. Ce parti est né d'une construction staliniste. Je le rappelle. Le Parti communiste. Parce qu'il est un héritage, du Parti communiste. Oui, il est né d'abord, c'était le Parti communiste. Et d'ailleurs, l'organisation pyramidale du parti, le mode de fonctionnement du parti, les balisiers qui correspondent... Vous vous rappelez quand même qu'Aimé Césaire est parti du Parti communiste à cause du stalinisme. Oui, mais Aimé Césaire, qui est un homme, on va le laisser de côté. Lui, il ne faut pas toucher, c'est ça ? Non, il ne faut pas toucher parce qu'il nous fédère. D'accord. Il nous fédère, il nous rassemble. Et donc ne divisons pas quand nous pouvons être rassemblés. Aimé Césaire était au-dessus de ça. Il était au-dessus de ça. Je lui reprocherais d'avoir quand même laissé un peu le système, parce que le système servait son pouvoir. Mais le parti est organisé comme ça.
Et c'est ça qui me gêne. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère vis-à-vis du PPM quand on se rappelle l'organisation du RPR en Martinique? C'était pas pareil. Parce que le macoutisme est quand même bien partagé là. Qui avait un peu de similitude, et qui était un peu managé aussi par un ancien communiste, puisque c'était Michel Renard, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce que c'était élu en 1946 à l'âge de 23 ans. 21 ans, il a 21 ans. C'était le plus jeune maire de France, et un homme qui a ici, vous êtes bien placé pour le savoir. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu cette rocade, etc. Donc on passe rapidement, mais il faut quand même lui rendre hommage. Mais moi, je rends hommage aux hommes. Vous savez, Camille Darcière, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai appris aussi à connaître. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on personnalise. Je ne personnalise pas. Je vous dis, j'ai voté pour Letchimy, pas voté pour son parti. J'ai voté pour quelqu'un de jeune, d'intelligent, en me disant il va faire bouger le pays. Et puis je me suis rendu compte qu'il était assoiffé de pouvoir, qu'il était autiste, qu'il n'acceptait pas la critique, qu'il excluait ceux qui osaient ne pas être d'accord avec lui. Et votre jugement n'a pas changé? Et mon jugement, enfin... Parce que là, vous êtes dans l'exercice du pouvoir. Non, mon jugement n'a pas changé. Je pense que c'est encore le même mode de fonctionnement qui est à la fois un mode peut-être un peu personnel, et je l'ai appris à la pratique, des choses, et puis peut-être aussi le mode de fonctionnement, je dirais encore l'ADN de son parti. Mais voilà. Mais moi, je veux que tous les Martiniquais puissent se rassembler. Et si quelqu'un est au PPM, ça ne m'empêche pas de parler. Et si quelqu'un du PPM a une bonne idée, je le prouve tous les jours. Et si Serge Letchimy, à qui j'entretiens une bonne relation par ailleurs, s'il a une bonne idée et que je dois l'appuyer, je l'appuierai. Très bien, une question de Mike. Mais pour en rester sur vos relations avec le PPM et Serge Letchimy, est-ce qu'à l'entre-deux tours de l'élection de la CTM en décembre 2015, est-ce qu'à votre niveau en tant que chef de file, que leader de BAPI en chance, il n'a jamais été question d'une alliance avec EPMN au soir des résultats du premier tour? Non. Est-ce que ça ne vous a jamais traversé l'esprit ou Non. Non. Très honnêtement, non. Et je vais aller plus loin, je vais vous dire quelque chose. Ça n'était pas nécessaire parce qu'il pensait pouvoir gagner sans nous. Non, mais vous, votre réflexion... Bon, maintenant, je vais répondre à la question. Si ça avait été possible, souhaité, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Parce que ce que j'avais constaté dans le fonctionnement de cette région, les exclusions, le côté partisan des choses, les pressions exercées par certains, le climat, je dirais, de peur qui s'était instauré dans ce pays. On avait l'impression qu'on avait perdu des libertés. Parce que il y avait une telle certitude, une telle insolence dans l'arrogance, dans le « voilà, allez vous faire voir », etc. Moi, je crois qu'au contraire, quand on a le pouvoir, et plus on a le pouvoir, plus on doit se raisonner. Et vous pensez que c'est le cas actuellement? De l'exercice du pouvoir actuel par le président Marie-Jeanne. Oui. Et vous je vais vous parler très franchement aussi, puisque je vois que c'est pas incorrect, mais c'est mon sentiment. Je pense que notre présence est une forme d'équilibre. je pense que nous sommes un contre-pouvoir. Et je pense d'ailleurs que la première mandature de Marie-Jeanne, où il avait avec lui comme allié indispensable Pierre Petit, l'a contraint peut-être un peu plus à composer, et elle a été une meilleure mandature. Parce que c'est pas porter offense à cet homme-là que de dire que, avec tout le respect que j'ai pour lui, oui, il a cette propension. Mais comme il est politiquement intelligent, et qu'il est intelligent tout court, il sait qu'il faut qu'il compose. Donc finalement, c'est vous le modérateur? Je ne sais pas si je suis le modérateur, je suis celui qui, en tout cas, oui, sert un peu de contrepoids. Mais alors, il y a de mon plaisir. Comment expliquer, et c'est pour ça que je vous posais cette question sur la tentation éventuelle d'une alliance avec EPMN au soir des résultats du premier tour de l'élection de la CTM, comment expliquer que dans cet ouvrage, écrit par Louis Boutrin et Raphaël Confiant, et qui revient sur tous les mois qui ont précédé cette élection,
comment se fait-il qu'il est indiqué à la page... je lis très rapidement, à la Vous page... avez vu comment il est précis? Ouais, j'essaye de faire mon job. À la page 179, 180 de cet ouvrage, vous concernant, il est indiqué... Alors, et les auteurs parlent de vous. La meilleure preuve en est, qu'interrogé sur ATV, on peut citer la chaîne, quant aux alliances possibles de sa liste, les auteurs parlent de vous. Au second tour, si elle se trouvait qualifiée, Yann Monplaisir avait déclaré qu'elle pourrait faire alliance tant avec EPMN qu'avec le Grand Semblé, car la situation économique et sociale de la Martinique était si grave que le rassemblement le plus large s'imposait comme une évidence. On est tous les deux témoins de cette déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé? Les auteurs de cet ouvrage... Si vous m'aviez écouté avec attention... ont mal compris ce que vous avez dit à l'époque? Non, pas mal compris. Je l'avais déclaré et je le pensais. Est-ce que je peux rajouter une petite citation, un complément? Et vous disiez, je vais gagner parce que je suis le seul qui soit capable de faire alliance avec l'un ou l'autre. Oui. Vous vous rappelez ça? Je me rappelle. Bon, aujourd'hui, quand on vous écoute... Oui, non, je vous explique. Le soir de l'élection, les chiffres étaient là. Vous parlez du premier tour. Le premier tour. Le PPM n'avait pas besoin de nous gagner l'élection. Nous avions... Mais Yann Monplaisir, on décide pas ça le soir du premier tour. Les gens qui veulent nous faire croire que c'est... vous avez décidé... Mais il paraît que vous n'étiez pas super chaud à faire alliance avec Alfred Marie-Jeanne. C'est votre frère qui nous a dit j'ai dû prendre Yann par la main pour l'amener parce qu'il n'était pas chaud du tout. C'est vrai ou c'est faux? Bon, je vais vous raconter. Vous savez, chacun... On est là pour ça. On est là pour ça. Chacun a sa vision des choses. Dès que les chiffres sont tombés. Vous savez, moi, je fais de la politique depuis un certain nombre d'années. Malheureusement pour moi... 1983 je commence à être un des anciens de la politique. Je pense que... On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Je pense que l'expérience, quand même, vient avec je dirais, le vécu. Et donc, je veux dire, je ne suis pas un petit bleu qui est tombé comme ça. Vous avez failli dire avec l'âge. Vous avez failli dire ça. Mais c'est une réalité, avec l'âge aussi. La sagesse aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis aujourd'hui beaucoup plus sage. On vous demandera pas dans quel domaine. Mais c'est pour ça que c'est parce que j'ai été turbulent quand j'ai été jeune que j'aime les jeunes et que je veux avoir des jeunes autour de moi. Parce qu'il faut à la fois l'expérience, mais l'expérience est quelque chose de destructeur parce que ça vous casse tous vos élans et ça vous empêche. Et si vous êtes seulement un homme expérimenté, on n'évolue pas. Donc il faut aussi ces impulsions. Et il faut savoir, c'est pour ça que les gens qui souvent ont ces responsabilités-là doivent savoir concilier les deux. Mais pour revenir à ce que nous disions concernant ce soir-là, moi j'ai regardé les chiffres. Le PPM n'avait pas besoin de nous pour gagner l'élection. Une alliance aurait été un ralliement alimentaire sans aucune importance quant à l'évolution qui aurait été donnée à la politique qui aurait été menée. Et donc, je n'aurais fait qu'une chose, c'est renforcer ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire cette arrogance du pouvoir. Je ne pouvais pas faire ce pari-là. C'était les chiffres. Moi, j'ai vu regarder les chiffres. Par contre, dans le même temps, je me suis rendu compte que le MIM et Alliés ne pouvaient pas gagner sans nous. Et que donc, nécessairement, à la fois le contrat que nous pourrions discuter, qui n'a pas été, je n'ai pas fait de marchandage de bout de tapis, mais pour moi, ce qui compte, c'est la population martiniquaise. La population martiniquaise sait que sans nous, il n'y aurait pas la majorité et qu'Alfred Marie-Jeanne ne serait pas président de l'exécutif. Il le sait aussi, lui. Et lui, il le sait. Et pour moi, c'est capital. C'est capital. C'est ça notre contrat, plus que ce qu'on a signé. C'est ce que le peuple a dit et que le peuple a compris. Et que donc, en faisant cela, je prenais le risque, si nous étions battus, on aurait pu être battus. Si nous avions été battus, parce que j'aurais pu n'avoir pas été compris par mes électeurs, qui sont pour beaucoup des conservateurs, qui m'ont appelé pour certains, à qui j'ai dû expliquer. Certains ne nous ont pas suivis. Parce qu'ils ont dit, entre deux séparatistes, un autonomiste et un indépendantiste, on choisit le moins violent sur le papier, je dis encore, c'est-à-dire l'autonomiste.
Bon, et donc ils ont dit, on ne comprend pas. Mais moi, je savais que, à la fois, j'aurais un contrat avec un homme de parole, parce qu'Alfred Marie-Jeanne est un homme de parole, et j'aurais un contrat qui serait un vrai contrat d'équilibre, même si on pèse moins on a pesé moins aux élections. Et donc, de toute évidence, ma meilleure manière de servir mon pays, c'était celle-là. Et puis ensuite, je me suis dit que le moment était venu de réconcilier une partie des Martiniquais, d'arrêter cette exclusion d'une partie des Martiniquais. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que depuis 40 ans, ce qu'on appelle la droite ici, n'a pas dirigé ce pays, a été exclu des postes de direction. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 maires dits de droite. Ça signifie probablement quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie que le choix du peuple était celui-là. Mais ça signifie que toute cette frange de la population, qui à la limite ne se dérangeait même plus pour aller voter, qui n'était même plus mobilisée, parce que de toute façon, leur vote ne pesait pas. Et donc ils se disaient, ils vont encore perdre, donc on n'y va pas. Tous ces gens-là, qui expriment une sensibilité, qui expriment des capacités, qui expriment des intelligences, qui expriment des volontés, la Martinique se privait de ces gens-là, en les excluant a priori, comme on a pu un temps exclure des indépendantistes a priori. Donc moi, je veux que tous les Martiniquais puissent travailler. Et donc, je pense que nous avons... Moi, j'ai le sentiment, quel que soit, je fais pour le mieux, j'essaie de faire pour le mieux, je suis laborieux dans mes actions à la collectivité. Peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être que des fois, je me dis, j'aurais voulu faire... Ça, c'est la version angélique de Non, c'est pas la version. C'est la réalité. On va revenir. Mais en même temps, je veux... C'est historique, ça. La Martinique a besoin de cohésion. Elle a besoin de tous ses enfants. Qu'il y ait des débats politiques. Mais pas de disparition. Mais pas d'exclusion. En tout cas, pas de disparition des différences. Il faut des différences. On a bien Moi, compris. je suis pas Alfred Marie-Jeanne. Nos partis, nos mouvements politiques, il est au MIM. Moi, je suis dans une autre sensibilité. Je suis pas, etc. Mais il faut pas exclure. Il ne faut pas exclure le PPM. Il faut exclure personne. Il faut être content de l'apprendre. Alors, on va vous proposer une petite pause avec... Il y en a qui font des pauses sandwich. Nous, on va faire une pause nourriture de l'esprit et je suis sûr que vous avez aimé ça. Alors, on n'est pas des spécialistes des chroniques culturelles. Bientôt, on va être remplacé par des gens qui sont des vrais professionnels. Mais ce soir, on se lance et je passe la parole à Mike qui va nous parler d'abord de bouquins. Oui, on va commencer Enfin, j'ai sélectionné 2 ouvrages. Alors, il y en a un qui s'appelle Le discours sur le néocolonialisme. J'ai dit bien sur le néocolonialisme, pas sur le colonialisme, qui est un texte, évidemment, comme chacun sait, un texte essentiel et fondateur d'Aimé Césaire. Alors là, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un que les Martiniquais connaissent bien, ou en tout cas de plus en plus, qui s'appelle Steve Gadet, qui a beaucoup de casquettes, qui est à la fois maître de conférence en civilisation anglophone à l'UA, à l'Université des Antilles, qui est également musicien, rappeur, qui est écrivain, et qui touche à différents genres littéraires, le roman, les nouvelles, etc., même la poésie. Et pour essayer vraiment de résumer très, 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 très sommairement l'ouvrage, c'est un cri du cœur. Le cri du cœur d'un jeune trentenaire ou quadragénaire naissant, qui expose sa vision de nos sociétés, dans leur travers, dans leur beauté, dans leur laideur, dans leur paradoxe, de nos sociétés insulaires, Martinique, Guadeloupe, il est guadeloupéen, mais il se partage en raison notamment de ses activités professionnelles entre la Martinique et la Guadeloupe. Et c'est vraiment un ouvrage où la sincérité est quand même palpable et qui est un ouvrage courageux. Surtout écrit à un jeune âge. En général, certains ouvrages courageux ou certaines prises de position courageuses se font quand on a atteint un âge où on n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, Diane Mauplaisir prépare ses mémoires. Prépare ses mémoires. C'est un ouvrage courageux qui, évidemment, va susciter, je l'espère, le débat, mais qui porte un regard à la fois lucide, incisif et quand même plein d'amour et d'empathie pour nos sociétés. Mais moi, j'aimerais beaucoup lire cet ouvrage parce que... Je vais pas vous donner celui-là parce que c'est le mien. Je l'achèterai. Mais je n'en doute pas. Parce que, effectivement, notre société, à part beaucoup d'aspects, porte les relents du colonialisme. Stigmate. Absolument. Alors, le deuxième ouvrage, très rapidement, est un ouvrage
écrit à la fois par James Baldwin, qui est un immense écrivain, un écrivain afro-états-unien, comme disent certains, décédé il y a de nombreuses années, et le réalisateur haïtien de grand talent, Raoul Peck. Et c'est un ouvrage qui est inspiré du documentaire qu'a réalisé Raoul Peck sur l'œuvre et les combats et la vie de James Baldwin, un documentaire qui a eu la chance, je crois, d'être vu en Martinique, Oui, tout à fait. diffusé, je crois, à Tropic Atrium, et qui porte le titre explicite de I Am Not Your Negro, que Yann Monplaisir, la part Sainte-Lucienne de Yann Monplaisir va se faire un plaisir de nous traduire. Je ne suis pas votre nègre. Absolument. Vous savez que j'ai eu l'occasion de dire ça récemment. Ah bon? Oui. Ah ben c'est intéressant. Non, mais c'est pour ça que ça m'interpellait. J'ai eu l'occasion de récemment de le dire à un descendant de nos colons. Ah bon? Oui, parce que c'est vrai que... Un descendant... Martiniquais. Martiniquais, un béquet donc. Oui. Okay. Parce que c'est vrai que ça existe encore ici. Il ne faut pas cacher ça. Et moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des oppositions entre blancs, noirs, français, etc. Je suis pour qu'on soit tous ensemble. Et je considère qu'on a tous les Martiniquais, nous avons co-construit ce pays, quelquefois dans la douleur, dans les combats, dans la misère, souvent etc. dans la douleur. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'aujourd'hui encore, quelquefois, s'expriment les restes, les scories de cette histoire-là. Alors, et ça existe, malheureusement. Donc, pour conclure, vraiment un ouvrage qui est fait d'extraits d'interviews télévisées de James Baldwin, d'extraits de certains de ses ouvrages, d'extraits de débats universitaires, et c'est vraiment une pensée affûtée, bouleversante, brillante, pleine de lucidité, et vraiment un ouvrage, et surtout un documentaire d'une grande profondeur et d'une grande beauté, quoi. Mais si ça vous permettez, je suis persuadé que là aussi, ça m'interpelle et ça m'intéresse. Vous allez devoir acheter pas mal de bouquins. Je vais devoir acheter pas mal de bouquins, mais parce que j'aime beaucoup ce style de bouquin-là qui aborde des problèmes comme ça. Je ne lis pas de romans, je lis plutôt des essais comme ça. Et je vais vous décevoir, là. Et ce livre-là, si vous voulez, il nous confère aussi une autre responsabilité. C'est celle aussi, quand nous disons ça, de ne pas croire que nous allons avoir, parce que nous sommes, entre guillemets, descendants d'esclaves, nous aurons toutes les excuses. Parce que ça aussi, c'est un travers de la Martinique, où nous trouvons des excuses au travers de l'histoire. Quand vous lui avez dit ça, pour la petite histoire, parce que je suis intrigué par cette anecdote que vous nous avez livrée. C'est seulement dans cette émission qu'il y a ce genre de confession. Faudrait peut-être débaptiser le nom de l'émission. C'est assez récent d'ailleurs. Mais le béquet n'a pas éclaté de rire quand vous lui avez dit « je ne suis pas votre nègre ». Pas du tout. Il s'est arrêté. Il m'a dit « pourquoi tu me parles comme ça ?» Je lui dis « pour te rendre service ». Je lui dis « parce qu'on ne te le dit pas. Parce qu'en raison de ton âge, peut-être que les gens haussent les épaules. Peut-être que d'autres se disent que c'est comme ça que tu es et que tu t'exprimes comme ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui te disent que ça n'est plus acceptable. Et moi, je te dis que ça n'est pas acceptable et que je ne l'accepte pas. » Et puis voilà, et puis on en est resté là, mais on n'est pas fâchés. Mais je lui ai dit, pour lui rendre service, moi je sais comment on parlait, j'entendais les grandes personnes, comme on dit, je suis d'une génération où les choses ont changé. J'ai vu certains comportements, y compris de gens proches de moi, qui me choquaient, et qui aujourd'hui me choquent, mais qui étaient des trucs de notre temps. Et si à un moment donné, il n'y a pas une prise de conscience collective et puis qu'ensemble on se dise mais ça c'est pas tolérable, c'est pas acceptable. Comme il n'est pas acceptable qu'on fustige quelqu'un parce qu'il est béquet, en disant oh, béquet, etc. Il ne faut pas accepter ça non plus. Nous ne devons accepter ni l'un ni l'autre. Et le jour où nous serons capables de faire ça, c'est-à-dire de ne pas voir en face de nous un blanc, un noir, un béquet, un pas béquet, etc., mais un être humain, la Martinique aura tout gagné. Mais pour ça, il faut que des deux côtés, cet effort-là soit fait. Pas seulement chez les béquets, mais chez les Noirs aussi. Là aussi, vous essayerez de faire la médiation, la conciliation historique. Alors, est-ce que je peux me permettre, de continuer la petite chronique? Vous avez à peu près 12 ouvrages. Allez-y. Alors moi, j'arrête de commenter parce que je vais aller plus vite. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain Cruz, qui est prof, qui est un géographe passionné de l'Université des Antilles.
Il y a un bouquin que j'avais adoré, c'est une géographie populaire de la Caraïbe. Et là, sort le mai 68 des Caraïbes. Donc c'est un ouvrage à vocation historique qui nous rappelle que mai 68 ne s'est pas déroulé qu'à Paris ou à Berkeley, mais également dans la Caraïbe. Donc c'est un bouquin que je vous recommande. Je vais décevoir très fortement Yann Monplaisir. Par contre, je vais enchanter mon ami Mike en parlant de l'auteur qui, pour une génération, constitue ce qui se fait de mieux en matière de polar. Donc, il s'appelle James Ellroy. Son dernier ouvrage s'appelle Reporter criminel. Alors, il y a beaucoup de gens en Martinique qui le connaissent à travers un ouvrage qui s'appelle Le Dahlia Noir, qui a donné lieu également à un film magnifique. Donc, je vous recommande très fortement Reporter criminel. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, ouais, mais... Alors, j'ai vu qu'il y a le Monplaisir à apprécier. Oui, il a eu l'air d'apprécier. D'où vient le son, la musique du générique? Alors, Yann, je vous recommande ça parce que je suis sûr que vous êtes amateur de jazz. C'est Cannonball Adderley. L'album s'appelle Song Singles. Et dedans, il y a évidemment la fantastique trompette de Miles Davis. Donc, à avoir de toute urgence. Et puis le dernier, c'est pour vous réconcilier avec les moments de tension que vous avez vécu au cinéma en allant voir des films d'horreur. Je suis sûr que vous avez aimé ça. Je suis pas fanat non plus. Non, mais celui-là va vous intéresser parce que il est... Bon, c'est un film d'horreur, mais il est ethnologique et il se passe en Haïti. Et ça s'appelle L'Emprise des Ténèbres. C'est un film de Wes Craven qui est extraordinaire. Et il faut absolument que vous puissiez le voir. Mike l'a vu, il avait 12 ans. Absolument. Il n'en est toujours pas... J'en tremble encore. Il n'en est toujours pas revenu. Donc, un film tourné en Haïti, je crois. Tourné en Haïti dans avec... une époque post-duvalériste à peine, quoi. Voilà, et on sent encore, vous parliez de stigmate de scorie, la réalité du valériste dans ce film qui est extraordinaire. Mais c'est très impressionnant. Moi, j'ai assisté à une cérémonie vaudou un soir. C'était la première fois que j'arrivais à Haïti. Et on est arrivé très tard. J'étais avec un Américain qui me dit qu'est-ce que vous faites ce soir. On était à l'hôtel. Il me dit je vais voir un truc vaudou. Je lui dis pourquoi pas. J'ai été avec lui. Et en fait, c'était une cérémonie vaudou particulière parce qu'elle était réalisée pour une télévision anglaise. Et donc, il n'y avait pas de spectateurs. Il n'y avait que nous deux, le caméraman et puis quelqu'un, on était 4, et dans après avoir traversé des venelles sombres, etc., on arrive dans cet endroit, et j'avoue qu'à un moment, je me suis senti mal à l'aise, quoi, parce que c'est très impressionnant, c'est dérangeant, voilà, c'est dérangeant. Il paraît que ça remet les idées en place. On va passer à la seconde partie de l'émission, et on tient à parler de votre avenir politique. Donc, question de Mike Irasque. Alors, vous n'avez pas fait mystère ces derniers mois. Et votre propos que vous avez développé là ce soir aussi de rassembleur qui veut vraiment inclure et travailler avec toutes les composantes du pays Martinique, est-ce que vous êtes toujours candidat à l'élection de 2021 de la CTM? Je pense que c'est trop tôt pour en faire une fixation. Mais il n'est pas trop tôt pour y penser. Donc, pas qu'en vous rasant. Et bien évidemment, j'y pense. Bien évidemment, j'y pense. Et je construis autour de ça une démarche que je veux essayer de faire partager aux Martiniquais. Je suis d'abord honnête. Je suis sincère dans mon engagement. J'essaie de montrer ma capacité d'action et d'engagement que je n'ai pas encore pu mettre en œuvre, parce que malheureusement pour moi, je suis un bébé de l'opposition. Alors, voilà. Il y en a qui ne partagent pas du tout cette opinion. Le terme bébé n'est peut-être pas le bon, mais à un moment, il a bien fallu que je naquisse. Je suis né dans l'opposition. Quand le pouvoir a basculé ici, je fais partie de ces années où le pouvoir a basculé, et où après une longue période de gestion de ma famille politique, il y a eu une longue obscurité de cette même famille politique, et je suis de cette génération-là. Donc je pense que les gens n'ont pas eu... alors j'espère, moi j'essaie de faire la démonstration de ce qu'on pourrait faire de différent comme approche politique. Je ne sais pas si je vais arriver à me faire entendre, à me faire comprendre, mais je veux que les gens me regardent faire
me regardent agir, observent et se disent peut-être, je l'espère, tiens, c'est une autre manière d'approcher la politique. Mais est-ce que cette envie, cette volonté renouvelée ne risque pas de créer de nouvelles crispations avec Alfred Marie-Jeanne? Parce qu'Eddie l'a évoqué tout à l'heure. Quand il y a quelques mois, Alfred Marie-Jeanne a dit que, enfin je cite de mémoire, que le contrat avec Yann Monplaisir est définitivement rompu, etc., il évoquait dans ce propos incendiaire votre volonté et vos déclarations vous positionnant comme un futur candidat. Nous avons échangé là-dessus, si vous voulez. Ah, oui. Vous échangez beaucoup. Non, mais vous n'arrêtez pas d'échanger. Vous n'arrêtez pas d'échanger. Par contre, une fois que vous avez échangé, c'est reparti, quoi. Non, pas du tout. Ouais, écoutez, c'est comme ça la vie. Non, parce que moi, je suis dans le dialogue. Après ça, on s'est vu. Okay. Et alors, je lui ai dit, mais je comprends pas bien. Pourquoi tu es surpris, quoi. Ouais. Il me dit, je vais faire un peu comme lui, je vais essayer de faire... Oui, on est prêt. Faites-nous ça. Mais vous pouvez candidat. Tout comme toi, candidat. Vous pouvez candidat Souley. J'ai dit, mais vous pouvez candidat aussi. Il dit, mais oui. On dit, ah bon, eh ben nous d'accord. Voilà. Mais alors, ça veut dire quoi, pour résumer? Ça veut dire que Alfred Marie-Jeanne, il serait pas choqué que je sois candidat. Il pense pas que je viendrai sur une liste avec lui. Ouais, mais c'est pas très correct, permettez-moi le terme. Qu'est-ce qui est pas correct? Quand vous êtes engagé dans une mission qui est de développer la Martinique, il y a une espèce de cohésion de la communication. Est-ce que vous faites déjà... Vous l'avez pas dit trop tôt. Vous faites déjà des plans sur la comète. Non. Parce que... Ça l'a gêné. Non, bon, ça a pu le gêner, je peux le comprendre, je veux dire, ça en est expliqué. Mais moi, je ne suis pas du mime. Mais vous êtes du contrat. Et je suis du contrat, mais le contrat n'a pas vocation à nous enfermer dans un contrat sans suite, ou éternel plutôt. Et donc, mais est-ce que c'était pas un peu trop tôt? C'est un contrat. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? 2018, vous vous rendez compte, il reste 2 ans et 3 mois. Je sais pas si c'est trop tôt ou pas. Ce que je sais, c'est que moi, je me sens l'énergie, je me sens la volonté, je me sens l'envie, et surtout, j'ai dans ma tête un projet pour mon pays. J'ai une vision de l'avenir de mon pays. Je dis pas qu'elle ne rejoint pas celle de Marie-Jeanne, sinon on serait pas ensemble. Ouais. Mais elle est quand même un peu différente. Comment? Alors justement, nous on se pose régulièrement la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que finalement, vous dites, moi je suis un progressiste de droite. Je résume, je caricature. Mais je veux aller plus loin, je veux le consensus, mais je veux surtout le développement économique par l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut dépenser de l'argent, quoi. La relance par la dépense publique. Vous êtes un fan... Et les orientations, orientations. Bon, mais votre drapeau, vous l'avez mis dans votre poche, c'est fini. Vous ne parlez plus de ça. Là, par exemple, vous aviez votre drapeau, ce drapeau d'engagement, de développement par la dépense publique. On s'attendait à ce que vous le ressortiez là. Attendez, je suis dans cette démarche, vous savez pas, je veux pas aller... Non mais écoutez, il faut être efficace... Non, la question c'est qu'est-ce qui fait la différence entre votre politique économique et celle d'Alfred Marie-Jeanne? Pour être efficace, il ne faut pas en permanence aller sur la place publique. Donc, nous avons des discussions, et j'essaie d'orienter les choses. Par exemple, et je le remercie parce que ça veut dire qu'il m'écoute quand même un peu. J'ai beaucoup fait pour qu'il y ait un renforcement de la politique en matière de valorisation du patrimoine de la Martinique, parce que je crois à cette ligne-là. Et finalement, vous avez vu que dans les orientations politiques affirmées par le président de l'exécutif, Alfred Marie-Jeanne, c'est-à-dire par le patron, je ne suis pas le patron, moi, c'est pas à moi qu'on a confié le manche. Et je respecte ça. Non, mais le patrimoine, c'est très important. C'est même fondamental dans le secteur touristique. Le secteur touristique, c'est 6% du PIB. Il y a des gens... Il faut qu'on arrive à 50 comme c'est non, mais bon, ça va pas prendre 5 ans. Ça nécessite. Mais les gens qui travaillent dans les autres secteurs, qui, eux, pèsent dans l'économie, le commerce et services, par exemple, ces gens-là, ils attendent un signe. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, là, entre votre politique économique et celle d'Alfred Marie-Jeanne? Je pense que sur certains dossiers, j'aurais donné une impulsion plus forte. Lesquels? Des dossiers concernant les infrastructures. Il faut relancer les grands travaux. Les grands chantiers, quoi. Un certain nombre de grands chantiers. J'aurais accéléré la réalisation de certains chantiers, comme par exemple sur le Golfe,
ou sur l'hippodrome. Le viaduc de Font-la-Haye aussi. Le viaduc, entamer le... Non, le viaduc, il ne peut pas aller plus vite. Là, il faut lui rendre hommage. Non, mais attendez, il faut rendre hommage à la fois à Marie-Jeanne et à Daniel Marie-Sainte, dont on sait que c'est un gars qui bosse. C'est monsieur infrastructure. Oui, monsieur infrastructure. Et puis quand il a un dossier, et comme un rouleau compresseur, il avance. Bon. Et ce dossier-là avance, mais il ne peut pas avancer plus vite. Il ne peut pas avancer plus vite. On a fait quoi? On a fait les études. Maintenant, on en est au stade où on a, après avoir eu un appel d'offres, il y a eu 9 entreprises qui ont répondu, on en a retenu 3. Là, c'est un concours d'architectes, en fait. C'est un concours d'architectes. Ces 3 entreprises vont dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent. Puisqu'on va devoir d'ailleurs payer. Vous les remboursez de toute façon. On va rembourser ceux qui ne seront pas retenus. L'autre, ça va entrer dans sa facture globale. Donc, on en est là. On a étudié les éventuelles expropriations, etc. Donc tout ça avance, c'est un chantier qui a... Non, vraiment, je ne peux pas me... Non, la différence... Ce chantier-là, c'est un bon exemple d'un point où on est tout à fait en phase. On a bien compris. Mais la différence... Ce qui fait la différence de la différence, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est pas que l'argent. Je vais vous dire, moi, je suis pour un autre mode aussi de fonctionnement. Mais je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire que moi, je suis beaucoup plus favorable à une démarche participative. J'aime beaucoup inclure les gens. Vous êtes en train de dénoncer un exercice solitaire du pouvoir? Je ne dénonce pas un exercice solitaire. Enfin, vous le mettez en garde contre ça? Non, je dis simplement que les tempéraments des hommes sont différents. Et que vous avez plusieurs types de managers. Vous avez des managers qui sont, je dirais, pyramidaux. Donc, ils ont la vision, et puis ils déclinent. Moi, je suis à la fois, parce que je veux et je suis pour l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Et ça, j'aime ça avec lui. Par contre, je suis beaucoup plus pour le va-et-vient dans les orientations, dans les choix, dans les prises de décision, comme ça. Ça, c'est mon tempérament. Et j'aime que les gens s'impliquent, j'aime que les gens participent, et voilà. Et oui, on est différents. Enfin, bon sang, si je suis avec lui, c'est que globalement, la politique me paraît bonne. Mais je m'appelle pas Alfred, et Alfred ne s'appelle pas Yann. Et le tempérament des hommes est important. Alors, Eddy vous a qualifié tout à l'heure de progressiste de droite, je cite. Mais vous considérez toujours comme un homme de droite? Parce que j'ai l'impression, singulièrement après vos bons résultats aux législatives 2012, vous aviez un peu créé la surprise pour certains. Vous aviez failli être qualifié pour le second tour. J'ai eu l'impression qu'après ces bons résultats, pour vous, le clivage, et je vous cite presque, le clivage droite-gauche ne faisait plus sens, non, les gens en avaient marre. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un homme de droite ou comme un rassembleur, comme un... Je pense que là-dessus... Cette étiquette d'homme de droite, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Je pense que sur ce point du clivage entre la gauche et la droite, on ne peut pas avoir une grille de lecture, je dirais, pas responsable, mais pertinente en Martinique. Pertinente. C'est-à-dire et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez les positions des uns et des autres. On a du mal à les regarder tellement elles bougent. Tellement elles bougent. D'abord, tellement elles bougent. Ensuite, il y a un consensus. On est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord que pour développer le pays, il faut soutenir l'activité des entreprises. Ça, c'est un discours de droite. Je vous rappelle, moi je suis d'une génération où on a connu ça, où on était contre les entreprises, où les entreprises étaient des centres de profitation, et il fallait capitaliste, et il fallait aller dépecer le capitaliste, parce que comme il en avait trop, en le distribuant mieux, on allait pouvoir faire une répartition plus favorable, etc. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche-là. La droite, comme la gauche, entre guillemets martiniquaise, dit il faut développer les entreprises. Même vos alliés à la CTM, Palima, même les affreux gauchistes... Même les gauchistes, même les indépendantistes, les autonomistes, donc, les communistes... il y a un consensus sur ça. Etc. Il y a un consensus. Bon, à l'époque, on disait les béquets, il faut les exclure, etc. Plus personne dit ça. Alors, j'étais de droite parce que je défendais les béquets. OK. Aujourd'hui, oui, déjà, pourquoi je les défendais? Parce que je n'étais pas contre eux, ceux des Martiniquais. Mais certains étaient contre eux. Bon, contre eux en tant qu'ethnie, en tant que communauté, et puis en tant que groupe économique. Tout ça, donc c'est pour ça que je dis ça n'a plus de sens, on est d'accord sur l'essentiel. Où est-ce qu'on n'est pas d'accord? Moi, la politique, j'ai pu voter pour Letchimy, j'ai pu faire une alliance avec Marie-Jeanne. C'est dire que je ne crois plus à ces conneries-là.
Mais là où on est différent, c'est que d'abord, on a un ADN différent, oui, le substrat sur lequel reposent nos convictions est différent. Moi, je suis profondément démocrate. On a envie de savoir sur quelles valeurs. Profondément démocrate. Mais c'est paradoxal, Yann. Non. Tout le monde est démocrate. Tout le monde n'est pas démocrate. Qui n'est pas démocrate? Quand on regarde... Qui n'est pas démocrate? Je veux pas personnaliser. Il y a des partis politiques qui ont des fonctionnements moi, je ne pourrais pas être dans un parti politique où il y a un gars en haut qui me dit ce que je dois faire. D'ailleurs, quand j'étais à droite, vous avez vu, j'étais un peu turbulent. Oui, bon, mais il y a mon plaisir. On ne parle pas des fonctionnements, on parle des valeurs. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à nous dire que sur la place, dans le paysage politique martiniquais, il y a des gens qui viennent afficher en télévision, sur la place publique, leur refus de la démocratie? Non, pas sur la place publique, mais dans des réunions de partis. Et ils affichent un non-respect de la démocratie. Moi, je ne veux pas faire de pression physique, par exemple. J'ai entendu des termes que je n'utiliserai pas. Ce sont des criminels, des choses comme ça. Vous êtes en train de stigmatiser le PPM et à Serge Letchimy. Vous voyez que vous personnalisez comme j'essaie de... Vous n'avez pas peur de le nommer, quand même. Alors donc, vous savez, ici, vous n'avez aucune chance pour la langue de bois. On va traduire vos propos s'il le faut. Traduisez si vous voulez. Est-ce que vous vous opposez à ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'on s'est trompé? On ne s'est pas trompé. Vous n'êtes pas trompé, c'est une réalité. C'est pas moi qui ai utilisé ces termes-là. Vous avez dit qui les a utilisés. Mais moi, j'aime pas ces termes-là. Je n'aime pas. Et ces termes-là, on les retrouve quand il y a une acceptation dans certains partis politiques. Moi, j'ai été avec Max Élysée quand il a été agressé. Je suis certain qu'aucun des dirigeants du PPM ne souhaitait qu'il soit agressé. Mais le mode de fonctionnement de ce parti avait autorisé ceux qui ne sont pas capables d'interpréter et de limiter certains comportements, avait autorisé ces Vous savez que Claude Lise a été agressé également au Marigot en 82. C'est pas mieux. Ok. Bon, donc moi je suis pas. On va dire que c'est plutôt bien partagé. Donc moi c'est plutôt bien partagé. Donc moi je pense aujourd'hui que effectivement ce qui différencie et ce qui va différencier le choix des Martiniquais, c'est à quel type de personnes ils vont confier les responsabilités. Moi je pense que le pouvoir ne doit pas s'exercer avec arrogance. Que le pouvoir, c'est quelque chose dont on doit mesurer, je dirais, le poids. Et parce qu'avec le pouvoir, il y a des responsabilités. J'ai été chef d'entreprise. J'ai dirigé un groupe qui avait plus de 1500 salariés. Je demande qu'on prenne à témoin mes collaborateurs. Quelquefois, j'avais le sentiment de perdre du temps dans des négociations, dans des discussions, dans une démarche qui consistait à faire les gens adhérer. Mais jamais, et quelquefois j'avais le pouvoir de faire, jamais je n'ai exercé le pouvoir ni en terrorisant, ni en effrayant, ni en faisant chanter, j'ai pas fait ça. Et je veux pas. Et je pense que c'est ça. Et je pense vraiment, je sais pas ce que feront les Martiniquais demain. Je pense que si ils se donnent la chance d'une autre manière de faire la politique. Vous êtes déjà en train de positionner les acteurs. On a l'impression que sur le ring, il y aura vous et Serge Letchimy. Je me trompe? Non, je pense qu'il y a beaucoup de candidats. J'ai entendu d'autres personnes. Non, vous pensez particulièrement à lui? Je pense. Vous préparez les éléments de langage. Je pense pas qu'il évitera d'être là. Je pense que oui, je pense. C'est peut-être ça qui énerve un peu Alfred. Hein. C'est peut-être ça qui l'énerve Alfred, parce que vous préparez déjà, vous l'excluez. Le plan a l'air déjà bien structuré, quoi. Non, mais j'ai une question. S'il revient, il revient, on aura un débat. Il va dire, il était avec moi. Il va pas vous louper. Hein. Non, mais il va pas me louper. Il va dire, il était avec moi. Ouais. Il a voté les budgets, et donc ça veut dire qu'il cautionnait. Pourquoi il veut me remplacer? Je vais donner les raisons pour lesquelles je pense que je ferai mieux. Vous les avez déjà? Je vous les donnerai pas ce soir. Moi, ça me turlupine un petit peu. Oui. J'y reviens. Turlupiner, c'est pas mal. Turlupiner, ouais, j'étonne à placer ce mot absolument aujourd'hui pour les amateurs de Scrabble. Alors, il y a quand même un point qui me préoccupe. J'ai quand même le sentiment que votre appartenance politique, vous l'invoquez ou vous la brandissez uniquement carrément en période électorale. Parce que, c'est-à-dire que là, vous nous dites à l'instant, le clivage droite-gauche, c'est des conneries, je reprends le mot. Or, il y a à peine quelques mois, à l'époque des législatives, 2017, vous étiez candidat, et même un peu avant pour les primaires de la droite, pour les présidentielles, vous
disiez régulièrement ma famille politique. Alors, je vais mettre fin à vos préoccupations. Oui, voilà. Je vais mettre fin à vos préoccupations. Mettez fin à mon trouble. Vous êtes préoccupé. C'est quoi votre famille politique? Il y a un débat national. Et les élections législatives, c'est pour ça que c'est important, et votre question est très, très intéressante. Dans le débat national, il y a la gauche et la droite. Dans le débat national. Alors, Macron a bousculé tout ça. C'est comme ça qu'il a été élu. Il a bousculé tout ça. Mais il y a la gauche et la droite. Et là, ce débat fait sens. L'extrême gauche, et ce débat fait sens pour moi. Pourquoi? Parce que, d'abord, je suis un républicain, et donc je peux être un républicain de gauche ou de droite. Par exemple, si vous voulez, je ne me sentais pas tellement loin de quelqu'un comme Valls. Je n'étais pas très loin de quelqu'un comme Valls. J'étais très loin de certains éléments. Hollande, je vous allais dire Hollande, mais même pas Hollande, on ne savait pas où il était. C'est le caramel mou, il est un peu partout. Bon, et moi, j'aime pas le caramel mou. Moi, en politique, il faut que les gens qu'ils adhèrent avec des idées, des valeurs. Okay. Donc, je suis un républicain. Je suis un libéral. Tous ceux qui disent c'est la faute de l'entreprise, il faut les taxer plus, il y a trop de machins, il y a trop de bénéfices, etc. Je suis contre ça. Parce qu'on tue un pays comme ça. Et d'ailleurs, plus personne tellement dit ça. Hein, donc républicain, libéral, et oui, ça bougera pas. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, Eddy Marajo le disait, on va quand même pas mettre tout ça dans un grand calalou, et puis il y a plus. Il faut à un moment donné vous déterminer sur un axe politique. Et moi, je suis plutôt de ces valeurs-là. La liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, ça peut être de droite ou de gauche, etc. Et puis, le développement économique, la valeur, le mérite, la récompense de l'effort. Et vous placez toutes ces valeurs-là à droite ou à gauche ou dans les deux camps? Dans les deux camps, parce qu'il y a des gens des deux camps, mais elles sont plutôt de droite. Parce que les gens de droite se définissent souvent comme ça, exactement de cette manière-là. Oui, la liberté d'entreprendre est plutôt de droite. L'exigence et la récompense et l'effort, c'est plutôt de droite. La solidarité, c'est plutôt de gauche. Mais moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour qu'on aide les personnes qui ont besoin d'être aidées, les plus faibles, etc. En se rappelant que... Et donc, vous avez raison à un moment donné, il n'y a pas de clivage. On est entre les deux. Mais il faut qu'il y ait un débat sur ces valeurs-là. Et donc, il y a une droite et une gauche. Et moi, je suis effectivement de ces valeurs-là. On va parler. Mais je suis un gaulliste. Donc les gaullistes sont difficiles à classer. On va parler du national tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un obstacle sur votre parcours entre maintenant et 2021. Il n'y en a pas qu'un. Ah non, mais il y en a un sévère. Ce sont les élections municipales. Ouais. Alors, nous, vous savez, on va sur le terrain, on écoute les gens. Et il y a des gens qui nous ont dit, vous inquiétez pas, Yann Monplaisir, il va venir aux élections municipales à Saint-Joseph. Est-ce que vous confirmez? Un scoop? Enfin, je vous pose la question. C'est le moment de nous le dire. Alors, j'ai beaucoup de sollicitations. Ça commence toujours comme ça, Yann Monplaisir. De Joséphin. De Joséphin, mais c'est vrai. Bon, alors vous leur dites quoi? Parce qu'il y en a un paquet qui regarde l'émission. Je vais vous dire ce que je leur dis. Il y a 6 mois de ça, je leur disais, il n'en est pas question. Je continue de leur dire ça. Mais je souhaiterais, parce que j'ai des responsabilités à Saint-Joseph, parce que je me suis engagé, parce que j'ai soutenu, parce que j'ai été soutenu par cette commune, parce que des gens m'ont fait confiance, parce que des gens me font confiance encore, je ne peux pas tourner le dos. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne? Ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de rassembler les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne? Parce qu'il semblerait bien que le maire envisagerait de ne pas se représenter, le maire actuel. Il me l'a dit. Il nous l'a dit aussi, mais bon. Il me l'a dit. On a déjà entendu des hommes politiques dire et puis ne pas faire. Mais je crois qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère. Est-ce que c'est pas une nouvelle donne, ça? Tout est nouveau. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que tous ceux que je connais qui se sont engagés, qui, avec moi pour certains, même pas pour certains, tous à un moment donné, tous, chacun les uns. Et je les ai d'ailleurs réunis. Et moi, je souhaite qu'ils se mettent ensemble. Parce que s'ils arrivent à se mettre ensemble autour de quelqu'un, ils vont gagner.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que vous êtes candidat aux élections municipales. Je vous ai pas dit ça. Moi, je souhaitais pas que ce soit moi. Vous n'avez pas dit le contraire. Hein. Je ne souhaite pas que ce soit moi. Ah bon? Ah bon? Non, je ne souhaite pas que ce soit moi. Je souhaite que ce soit l'un d'entre eux. Mais si, effectivement... L'un d'entre eux, excusez-moi, c'est-à-dire l'un d'entre eux... Ceux que j'ai rassemblés. J'ai rassemblé un certain nombre de personnes. Ok, sur le terrain joséphin. Oui, qui sont des gens on parle de monsieur Privat, ça vous dit quelque chose? Oui, on parle de beaucoup de ça pourrait être lui. Personnes. Ça pourrait être lui. Il fait partie des personnes bien qui ont apporté beaucoup à leur commune. Cette émission va être très regardée. Oui, mais j'en ai jamais douté. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, et il y a des gens qui sont des gens de qualité, qui ont été très proches de moi, qui ont été sur ma liste, et dont je sais qu'ils aspirent. Et il y en a plusieurs. Donc au bout d'un moment, ou bien je fais Ponce Pilate et je dis, moi, je ne me mêle pas de cette affaire. D'accord. Ou bien, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de fédérer, encore une fois, vous voyez, j'essaie de fédérer, et j'espère y arriver. Parce qu'une victoire municipale, ce serait pas mal avant la CTM. Ce serait une espèce de levier intéressant. Une grande commune, Saint-Joseph. Vous voyez, après on va dire c'est monsieur Marajo qui lui a suggéré. Non, les gens sont bienveillants. Ils ne sont pas comme ça. Les gens sont tellement bienveillants. Ils vous aiment en plus. Écoutez, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je souhaite qu'il y ait à Saint-Joseph un rassemblement, et que ce rassemblement permette d'impulser une dynamique de redressement. Parce que, en disant ça, j'attaque pas nécessairement le maire, dont j'étais l'opposant, mais c'est vrai que la situation de la commune, c'est pas un secret, est très compliquée sur le plan économique, et que donc il faut une vision, une politique, une stratégie différentes pour redresser les comptes de la collectivité, ce qui est une priorité, mais aussi pour assurer le développement. Mais l'un est lié à l'autre. Mais si jamais, finalement, vous y alliez à la municipale de Saint-Joseph en 2020... Je ne m'attendais pas à cette question. Hein. Mais vous savez, ici, on ne prévoit même pas... On va filer la métaphore jusqu'au bout. Est-ce que vous ne courez pas le risque que vos adversaires, et singulièrement ceux si le maire actuel ne se représente pas, ceux du camp d'Athanase Jeanne-Rose, disent à l'électorat, vous voyez, mon plaisir revient quand le maître-pièce n'est plus candidat, quoi. Et d'apparaître comme une forme d'opportuniste, ou en tout cas de... Il n'y a pas de honte à ça. À quoi, précisément? Non, il n'y a pas de honte à quoi. La population ne m'a pas choisi, et a choisi Athanase Jeanne-Rose à deux reprises. À deux reprises. Bon, je ne sais pas si elle a eu raison ou pas. Vous devez avoir une petite idée quand même. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais moi, je suis un démocrate. Et j'ai de très bonnes relations avec Athanase Jeanne-Rose. J'ai toujours respecté le choix des urnes. J'ai jamais contesté. Je fais partie de ces candidats. Je n'ai jamais contesté le résultat d'une élection. Jamais, quelle qu'elle soit. Vous avez été un peu énervé pour les 200 et quelques... Oui, j'ai été énervé. Vous avez même dit que ça vous paraissait un peu suspect. Vous voulez le fond de ma pensée? Allez-y. Je pense que c'est très suspect. Ah, mais vous voyez. Je pense que c'est très suspect. D'une certaine façon, vous contestez. Mais vous voyez, je me suis dit que je serais un mauvais perdant si j'engageais une action, etc. Ouais, en termes d'image, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et puis, je n'avais pas les éléments de preuve. Il aurait fallu que je construise quelque chose. Mais c'est mon intime conviction. Est-ce que vous pourriez vous contenter de Saint-Joseph? Contenter, c'est pas ça la non, chose. Je sais que je vous provoque. Ouais. Mais finalement, peut-être que des gens du terrain ont besoin de vous. Davantage que l'ensemble des Martiniquais. Je serai là où je peux servir. Donc, je fais de la politique. Donc si c'est Saint-Joseph, ça pourrait suffire. Je fais de la politique dans cette optique. Bon, ma question, je vais la rendre un peu plus claire. Si vous gagnez les élections municipales à Saint-Joseph, est-ce que vous irez malgré tout aux élections à la CTM? La première question à se poser, c'est est-ce que je serai candidat à Saint-Joseph? Mais prenons cette hypothèse puisque vous ne l'avez pas exclue. Et si je suis candidat à Saint-Joseph... Et que vous gagnez... Vous vous rendez compte le nombre de si. Non, mais vous savez que c'est comme ça qu'on gagne une élection. C'est en faisant des si. Si je suis candidat. Ouais. Et si je gagne... Voilà. Ma question, c'est, imaginons cette hypothèse. Ouais. Vous êtes maire de Saint-Joseph à partir de mars 2020. Il vous reste 1 an pour atteindre le sommet, c'est-à-dire la présidence de la CTM. Est-ce que vous y allez ou pas? Je n'ai pas soif de mandat. Mais si
je me sens... Vous voyez que c'est vous qui employez le mot aussi, là. Hein? Oui, mais je suis obligé d'employer, parce que je ne devrais même pas jouer à ce jeu-là, mais comme je veux vous suivre... Mais vous êtes joueur. Ouais, comme je vous suis, je dis... Mais c'est pas ça le problème pour moi. C'est qu'est-ce que je peux faire pour servir mon pays. C'est toujours ça qui a été mon moteur. En sachant que si vous servez votre pays, vous ne pourrez plus servir Saint-Joseph, puisque les mandats sont incompatibles. Ouais. Ils vont pas aimer ça. Hein. Ils vont pas aimer ça. J'ai pas ça à l'esprit. Je peux pas réfléchir à une situation qui aujourd'hui est subordonnée à une réflexion préalable que je n'ai pas encore. Mais on va retenir que vous n'excluez pas cette hypothèse. En tout cas, pas ce Je soir. n'exclus aucune hypothèse qui pourrait me conduire à servir mon pays, y compris celle de me retirer de la vie politique. Aucune. Je pense qu'on n'a pas échappé à ce scope. Ouais. Parce que si j'ai le sentiment que je servirai ce faisant l'intérêt de mon pays, ou plutôt si j'ai le sentiment que ma présence dans le champ politique est inutile, étant donné que j'ai d'autres choses à faire, je ne vais pas perdre mon temps à ne pas être utile. Je n'aime pas être inutile. Je ne cours pas après un mandat pour avoir du pouvoir, je ne cours pas après un mandat pour avoir de l'argent, je ne cours pas après un mandat pour avoir un statut social, je ne cours pas après un mandat pour avoir du pouvoir. Je veux servir mon pays et je sens que je peux le servir par mon expérience, par mon énergie, par ma capacité à mobiliser les gens, par l'amour que j'ai pour ce pays et puis l'envie que j'ai et l'ambition que j'ai de le voir. C'est pour ça que je n'aime pas quand on dénigre la Martinique en disant oui, ça va pas, ils font rien, ça marche pas, moi ça va pas assez, mais on doit pouvoir avancer. Il nous reste quelques minutes. Question de Mike. Alors, tout à l'heure, on vous a fait quand même un petit peu un mauvais procès. Parce qu'il y a quelqu'un qui a... Même. Oui, c'est la séquence concession de l'émission. Elle va pas durer longtemps. On devient correct. Elle va pas durer longtemps, cette séquence. Profitez-en. Oui, une cauda venenum. Le venin est dans la queue. Oui, comme un scorpion. Là. En plus, il est latiniste. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui vous a quand même battu en termes d'expression de sa volonté d'être candidat pour l'élection de la CTM, c'est Alfred Monplaisir. Lapsus intéressant pour les psychiatres qui nous regardent. Alfred Marie-Jeanne. Parce que nous avons des points communs en plus. Il est un peu sanguin, et moi aussi. Je vous ai fusionné. Ouais. Alfred Marie-Jeanne dès 2016, bon là il a quand même battu un record, a annoncé qu'il serait candidat à sa succession. Mais si jamais, alors je veux jouer aussi, donc je vais apporter ma contribution au nombre 6, si jamais Alfred Marie-Jeanne ne voulait plus, pour une raison ou pour une autre, être tête de liste en 2021, est-ce qu'une liste dont la tête de liste serait Yann Monplaisir, avec la présence d'Alfred Marie-Jeanne à une place de choix, pourrait être envisageable ? Non, parce que Non. Attendez. Cette hypothèse. Ça pourrait être une hypothèse. Non, elle n'est pas une hypothèse. Si Alfred Marie-Jeanne ne veut pas être tête de liste. Je n'imagine pas, je vous le parle très franchement, je n'imagine pas Alfred Marie-Jeanne acceptant une telle construction. Et moi, c'est une construction qui me poserait des problèmes à plusieurs titres. Donc pas de nouvelle alliance, au départ. Mais qu'est-ce qui serait aussi... Parce que pourquoi surprenant dans une telle construction. Parce que vous avez fait alliance, vous êtes dans un contrat de gestion. Si vous aviez posé le problème différemment, si vous aviez dit, est-ce que si il vous faisait suffisamment confiance pour vous dire que il vous confiait la responsabilité, je fais vraiment, bien sûr, je rentre dans votre jeu. On les multiplie. Et je serai présent. Je dirais. Je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est pas impossible, ça, Yann Monplaisir. Mais ce qui est impossible, c'est que nous soyons sur la même liste, parce que d'abord, ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable en raison de son passé politique, en raison des responsabilités qu'il a assumées. Je n'imagine pas ça. C'est électoralement trop risqué, quoi. Non, c'est pas électoralement trop risqué. C'est que ça n'aurait pas de sens. Ou bien Alfred Marie-Jeanne déciderait de se retirer de la vie politique, ce qui sera un choix qui lui sera propre le moment venu. Pour l'instant, il a annoncé « je serai candidat ». Il a annoncé tout de suite et il a eu raison. Il a eu raison. Mais bien évidemment, parce que s'il annonçait qu'il se retire, son autorité serait diminuée. Non, mais il n'était pas acculé à ces deux options. Entre
annoncer très tôt sa candidature et dire qu'il se retire de la vie politique. Il pouvait aussi ne rien dire. Certains feignaient de quoi qu'il était naturel qu'il se retirât. À cela, il a dit... Belle maîtrise de la concordance des temps, au passage, allez-y. À cela, il a dit, pas content les moins, moi là, moi qu'à arrêter. Donc, arrêtez... C'est un message. Arrêtez, agiter cause. Voilà, pour calmer arrêtez comprendre la succession j'ai ouvert. Vous savez que quand la succession s'ouvre, en général, les héritiers se battent. Bon, il dit, arrêtez, moi là. Donc, il avait raison. Après, le choix sera le sien, le moment venu. Nous ne serons pas, je ne serai pas dans un débat avec Alfred Marie-Jeanne pour dire à Alfred Marie-Jeanne, ouais, j'ai fait ça, mais il n'est pas bon, etc. Non. Globalement, je vais assumer. Mais nous sommes différents, il le sait, je le sais, tout le monde le sait, il le dit, nous avons nos petits moments de tension, vous les avez rappelés. Donc, lui c'est lui, moi c'est moi, nous sommes nous, eux c'est eux. Mais ça, le moment venu, je pense que nous nous exprimerons en fonction de l'intérêt que nous verrons pour les Martiniquais de le faire, sous la forme que nous... Mais a priori, je dirais aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait imaginer que nous ayons une liste commune. Nous allons exprimer nos sensibilités. Très bien. Yann Monplaisir, merci. Merci d'avoir accepté de jouer le cobaye de cette première émission. Merci. Moi, je m'amuse toujours parce qu'après vous allez faire les corrections, ça va être un peu meilleur. Non, on va s'en servir. C'était très bien. À chaud, c'était très bien. On va s'en servir comme émission de référence. On fait numéro 0 et puis après on verra. Mais en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié. Je pense que ce qui me fait défaut, c'est d'arriver à faire passer, c'est ce que me disent les gens qui sont proches de moi, d'arriver à faire passer le message de ce que je veux faire et ce que je pourrais faire pour mon pays, de faire pour la Martinique. C'est sans prétention, je le dis sans prétention, parce que nous avons des hommes de qualité. Je respecte tous ceux qui ont eu des responsabilités à un titre ou à un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, le moment est venu pour qu'il y ait l'expression d'une autre politique, d'une autre sensibilité politique. Depuis 40 ans, le pouvoir est exercé par le MIM ou le PPM, avec ou sans alliés d'ailleurs. Avec ou sans Yann Monplaisir. Avec ou sans, pas Yann, avec la sensibilité politique et de ce que nous représentons. On a bien compris. Mais nous ne voulons pas, et moi je ne souhaite pas que ce soit une expression de confrontation, de rupture. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs, mais je pense qu'il y a une autre manière, un autre style politique, et qu'il y a une autre vision politique, et que peut-être effectivement avec d'autres, je peux l'incarner. En tout cas, merci d'avoir accepté. Merci Mike. Merci Eddy, merci Yann Monplaisir. Et puis merci à Yannick et à François à la réalisation, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je vais suivre votre émission. Merci de m'avoir convié. Merci de votre soutien en tout cas. Merci.